Poursuivre l'analyse, on a l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Antoine Basbous, vraiment un des meilleurs spécialistes de la région, politologue, journaliste, spécialiste du monde arabe, de l'islam. Vous êtes vous-même libanais, vous allez nous aider. Merci d'être là et bonsoir. Vous allez nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Dieu sait que c'est compliqué. D'abord, deux questions très simples. On vient de le voir, le Hezbollah d'un côté, l'Iran de l'autre. Est-ce que pour vous, le Hezbollah est un risque militaire réel en ce moment pour Israël? Le Hezbollah, il est aux ordres de l'Iran. Son potentiel est au moins 20 fois supérieur à celui du Hamas. Pour l'instant, il y a 20 fois supérieur. Au moins. Combien de miliciens armés? On parle de 25 000, 50 000, on n'arrive jamais à avoir un chiffre précis. Le Hezbollah revendique 100 000 miliciens armés entre les réservistes et les hommes confirmés. Ils sont bien payés, ils ont pratiqué la guerre depuis plusieurs décennies. Ce sont eux qui ont sauvé le soldat Assad en Syrie. Ils combattent, ils savent le faire. Ils disposent d'armements sophistiqués, de drones, de missiles précis. Ils avaient fait la surprise en 2006 quand Nasrallah était à la télévision en direct en disant « Regardez ceux qui sont à Beyrouth, il y a un navire israélien qui va frapper. » En fait, les gens ont regardé et à la télévision, ils ont vu en direct ce navire de guerre israélien qui avait été touché, presque coulé. Donc le Hezbollah dispose d'armements de qualité, d'hommes expérimentés et d'une expérience guerrière très importante au service de l'Iran. C'est le bras armé de l'Iran en Méditerranée. Alors pour le Liban, est-ce que c'est... Alors on sait bien que le Hezbollah est un État dans l'État, en quelque sorte, qui ne répond pas au gouvernement libanais, mais quand on connaît... C'est l'inverse, c'est le gouvernement libanais qui est un petit télégraphiste chez le Hezbollah, à commencer par le Premier ministre, le président du Parlement. D'ailleurs, le président du Parlement, il est chiite, et il y a un peu de gaz dans les tuyaux. Aujourd'hui, le journal du Hezbollah critiquait le silence du président du Parlement. Quant au président de la République, il n'existe pas parce que le poste est vacant et le Premier ministre est un petit télégraphiste chez le Hezbollah. Le Premier ministre toujours sunnite, le président est chrétien. Quand on voit l'état, notamment économique du Liban, complètement exsangue, est-ce que le pays peut se permettre une nouvelle guerre comme celle de 2006? On se souvient évidemment de l'arrivée de Tsahal au sud Liban. Vous savez, le Liban ne décide rien. C'est le Hezbollah qui décide. Il décide de la paix, de la guerre. Il a désigné le chef de l'État, le Premier ministre, le président de la Chambre. Bref, la décision est à Téhéran et déléguée de Téhéran au chef du Hezbollah, qui lui est enterré sous 18 mètres sous terre. Et pour y accéder, les gens qui sont autorisés à aller le voir, quelques journalistes ils traversent un tunnel de 3 kilomètres avec des voitures bâchées, noircies, les vitres noircies, pour qu'ils ne puissent pas voir. Et auparavant, ils ont été dépouillés de leur téléphone portable, de tout ce qui est électronique sur eux. Voilà, donc toutes ces frappes, c'est Hassan Nasrallah qui les décide, en connexion, évidemment, avec Téhéran. Téhéran est forcément derrière. On voit la cartographie de ces frappes. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. C'est rien par rapport aux capacités. Rien par rapport à ce qui pourrait arriver, bien sûr. D'un côté et de l'autre. Les deux s'esquivent parce qu'aucun des deux n'a encore décidé d'y aller. Mais le jour où l'un ou l'autre décide, à ce moment-là, vraiment, on va avoir beaucoup plus que Gaza en perspective. Est-ce que pour vous, c'est inéluctable? Je crois que l'Iran a mis en place l'unité des fronts. Donc, il a unifié Hamas, Djihad islamique, Hezbollah, Syrie, miliciens en Irak et les Houthis au Yémen. Donc, il peut jouer des uns et des autres. Et l'Iran a une stratégie extrêmement patiente. N'oubliez pas que c'est un tapissier patient. Pour faire un petit tapis, il passe plus d'1 an. Donc, il a mis en place ses proxys autour d'Israël pour avoir l'initiative. Israël a tenté de faire la même chose, mais il n'a pas réussi. Proxy, c'est ces petits relais, hein, évidemment, un petit peu partout, comme le Hamas. Les instruments qu'il a mis en place. Israël s'est rapproché de pays du Golfe, s'est rapproché de l'Irak, il a des bases secrètes en Azerbaïdjan, mais finalement, les États-Unis ont refusé de participer à une frappe commune contre les programmes nucléaires et balistiques iraniens, et donc c'est l'Iran
qui a pris l'initiative et surpris Israël. C'était pour détruire ces fameux accords d'Abraham. Hein. Effectivement, c'est entre Israël et certains Émirats, et in fine l'Arabie À vrai Saoudite. dire, les Arabes allaient tous basculer dans le camp de la paix. Il y avait déjà Camp David, Wadi Araba, Oslo, les accords d'Abraham et l'Arabie. Il y a le mois dernier, MBS, Mohamed Ben Salman. oui, le prince héritier, a dit à Fox News, il a dit que les négociations progressaient avec Israël. Il a parlé pour les Palestiniens d'un meilleur bien-être. Il n'a pas parlé d'État. Donc, si l'Arabie se mettait de ce côté-là, rappelons-le. à ce moment-là, l'Iran serait totalement écarté de tout ça, marginalisé. C'est pourquoi l'Iran a décidé du moment où il fallait frapper. Mais est-ce que l'Iran cherche une guerre régionale? Parce que c'est important. Est-ce que l'Iran pourrait, à terme, attaquer Israël directement? Non, l'Iran attaque Israël à travers des Arabes et non pas à travers des Perses. C'est le sang des Arabes qui est versé et non pas mettre en péril l'avenir du régime, d'un régime qui n'a pas d'aviation. Donc Israël est loin. En revanche, il a des drones qu'il vend d'ailleurs à la Russie pour attaquer l'Ukraine et en même temps, il a des missiles et aussi des missiles qui peuvent toucher Israël. Avant de faire circuler la parole, cette image aujourd'hui, Sergueï Lavrov qui arrive à Téhéran. Officiellement, bien sûr, le Russe vient discuter de pourparlers de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il ne s'agit absolument pas de parler de la situation au Proche-Orient. Comment vous interprétez cette image? Est-ce que derrière l'Iran, il y a la Russie? Dès le premier jour, je me suis posé la question, est-ce que cette affaire de Hamas à Gaza n'arrange pas grandement les affaires de la Russie en Ukraine? Il y a eu un détournement de l'attention internationale. Regardez vos programmes qui ont été chamboulés. On parlait avant tout le temps de l'Ukraine et de la Russie, et maintenant on parle du Hamas, on parle du Hezbollah, d'Israël et de l'Iran. Donc pour la Russie, c'est du pain béni, et c'est une alliance qui a fait ses preuves. Soutien au Conseil de sécurité, vente de drones et de missiles iraniens en Russie, à la Russie. Et donc, il y a donnant-donnant. Ce sont des alliés confirmés. Alors, je vais donner la parole à Laure Mandeville, parce que vous connaissez très bien la Russie, pour le coup. Est-ce que le Kremlin, en partenariat avec Téhéran, a, disons, soufflé sur les braises pour que ce conflit, qui détourne notamment l'attention de l'Ukraine et qui est contre l'Occident, soit déclenché? Écoutez, on n'a pas la preuve, en fait, que la Russie, par exemple, était au courant. Et si elle était au courant, dans quelle mesure? Et si elle était au courant, est-ce qu'elle était impliquée? Donc toutes ces choses-là, nous ne savons pas exactement. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des signaux. Bon, il y a les Ukrainiens qui, eux, disent qu'ils ont des éléments de renseignement, qui ont par exemple, pointé des financements qui sont passés, par exemple, par une banque qui s'appelle Garantex, et qui est une banque de crypto-monnaie russe qui a transféré en fait des fonds très importants à la fois au Hezbollah et au Hamas. Il y a aussi, et donc si vous voulez, il y a toutes ces questions. Des rencontres avec des responsables du Hamas. Il y a eu 3 rencontres avec à Moscou, en fait, déplacement du chef du Hamas à Moscou dans je dirais la dernière année, enfin oui. Et puis vous avez des choses que plutôt les spécialistes de la Russie voient, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis quelques semaines avant l'attaque, par exemple sur les chaînes de télévision russes, où vous avez eu tout d'un coup une propagande d'une violence et d'une virulence absolument extraordinaire se déployer contre Israël, antisémite, anti-israélienne, extrêmement violente, et qui, à partir du 7 octobre, comme si ça avait été une forme de préparation de l'opinion russe à un changement de pied, et qui ensuite est devenu, mais carrément, si vous voulez, une sorte de satisfaction en direct, de grande rigolade sur les ondes officielles pour dire à quel point ils étaient du côté du Hamas et que c'était bien fait pour les Israéliens, qui s'étaient fait complètement avoir. C'était une défaite assourdissante, qu'ils avaient voulu s'appuyer sur les États-Unis, etc. Et donc tous ces éléments, en réalité, amènent à se poser la question, en fait, de ce que savait la Russie. Mais c'est vrai qu'il y a un effet d'aubaine qui est absolument évident pour les Russes, puisque ce qu'ils espèrent, d'abord, les prix du pétrole vont monter,
c'est ce qu'ils espèrent. Et surtout, ils sont persuadés eux, que bien sûr. leur grand adversaire, leur grand ennemi, c'est-à-dire les États-Unis, puisque le but de Poutine est aujourd'hui de faire tomber, de faire chuter ce qu'il appelle l'Occident global, mais essentiellement les États-Unis. Donc pour lui, c'est de les détourner, de les empêtrer dans le Moyen-Orient pour pouvoir rapidement finir sa guerre en Ukraine et prendre l'avantage en Europe. Bien, alors on reviendra sur la question des États-Unis dans un instant, mais Dominique Moisy, votre regard général sur la question qui a été si bien décortiquée par Antoine Basbous, et notamment quand on voit, puisqu'on va voir une autre image, celle d'un émissaire iranien avec Ismail Haniyeh, ça se passe au Qatar, on parlait tout à l'heure du Qatar. Comment vous analysez la situation? Est-ce que le Hezbollah peut entrer dans la guerre directement? La réponse est probablement oui. Maintenant, je crois qu'il faut prendre un tout petit peu de recul. Il y a eu une déclaration très intéressante faite par un haut dirigeant saoudien, le prince Turki Al Faisal, qui dirigeait les services secrets au lendemain du 7 octobre. Il ne fermait pas du tout la porte aux Israéliens et donc aux accords d'Abraham. Il essayait de trouver un juste équilibre en disant « nous regrettons les pertes civiles des deux côtés ». C'est suspendu mais pas abandonné, Voilà. officiellement. Et ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cette histoire, c'est de voir que, au fond, en dépit de l'accord réalisé à Pékin entre Saoudiens et Iraniens, la rivalité, la compétition entre ces deux pays n'a jamais été plus grande. Et l'idée des Iraniens, c'est de dire la seule personne qui parle au nom de la rue arabe, qui défend les Palestiniens, eh bien c'est moi qui suis chiite, mais en fait je comprends, etc. Et donc il y a cette idée que l'Arabie saoudite a basculé du côté de l'Occident global, alors que l'Iran, elle est du côté du Sud et de l'Est global. Et donc avec la Russie, avec la Chine et avec toutes ces voix qui s'élèvent de plus en plus pour dénoncer les bombardements sur Gaza et qui isolent Israël. Donc il y a ce calcul. Donc, et je terminerai d'un mot. Je crois qu'il y a des bénéficiaires, bien évidemment. Et la Russie fait partie de cela. On peut penser que Trump, Poutine et le président Raïssi en Iran font partie de ces bénéficiaires. Mais bien entendu, ils ne sont pas nécessairement responsables de ce qui se passe. Oui, effectivement. Alors, juste avant de parler des États-Unis, je vous voyais tiquer sur l'optimisme affiché par Dominique Moisy sur le fait que l'Arabie saoudite pourrait continuer à avoir des efforts diplomatiques, le bloc sunnite, pour continuer à normaliser les relations. Vous n'y croyez pas? C'est renvoyé au calendrier grec. Aujourd'hui, tous les Arabes qui ont pactisé avec Israël sans réclamer un État palestinien à côté de celui d'Israël ont la honte en quelque sorte, et le sommet du Caire de samedi dernier était la démonstration de cela. Donc là, d'abord, le prince turc El Faisal n'a pas grandement voix au chapitre, c'est maintenant MBS qui décide, et je crois que à l'heure actuelle, dès le 8 octobre, il a dit deux choses. D'abord, qu'il gèle les pourparlers, et deuxièmement, il a appelé le président iranien Raïssi pour lui dire on est copains, on est voisins, l'accord de Pékin court toujours. Je voudrais rappeler une chose, nous sommes aujourd'hui le 40e anniversaire du Drakkar. Et l'attentat contre le Drakkar au Liban avec des soldats français américains à Beyrouth, 299 morts. Et donc 40 ans après, on voit encore dégringoler l'influence des pays occidentaux, États-Unis et France. Alors, parlons des pays occidentaux, justement, puisque, en réponse, en quelque sorte, aux bravades de l'Iran, les États-Unis ont répondu par la voix de Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, et ils ont répondu que si la situation devait connaître une escalade, ils interviendraient. This additional deployment sends another message to those who would seek to widen this conflict. As President Biden said earlier, and as you've heard me say, if any group or any
country is looking to widen this conflict and take advantage of this very unfortunate situation that we see, our advice is don't. We maintain the right to defend ourselves, and we won't hesitate to take the appropriate action. Général Trinquant, c'est dit en mots diplomatiques, mais c'est très clair en même temps. Et quand on sait qu'ils ont 2 porte-avions dans la zone et qu'ils ont un arsenal assez important, qui a permis d'ailleurs d'intercepter des missiles qui venaient du Yémen, bon, on se dit que ça n'est pas à prendre à la légère. Oui, bien sûr, c'est un déploiement massif qui doit être dissuasif, mais pour être dissuasif vis-à-vis de Téhéran, il doit viser Téhéran directement. C'est-à-dire le régime iranien en paiera le prix. Vous voulez, c'est pas le Hezbollah, c'est pas le Hamas, c'est pas le Yémen, c'est le régime Hezbollah. De même. Mais on entrerait dans un conflit régional. On revient sur cette même question. Alors après, on en revient aux moyens utilisés pour frapper directement le pouvoir du Hezbollah. Juste une anecdote pour revenir à l'opportunité présentée par la Russie. Sur les réseaux russes, c'est extraordinaire. Ils vous disent, mais cette guerre a été provoquée par les Américains pour cacher l'échec de la guerre en Ukraine. Vous voyez comment ils inversent les données de façon à pouvoir, effectivement, au bout du compte, dire c'est une fois de plus les Américains qui sont à la manœuvre. Ils étaient à la manœuvre en Ukraine, ils sont à la manœuvre en Israël, et nous sommes du côté des faibles, comme d'habitude. La Russie est du côté des faibles, c'est bien connu. Donc du côté des Palestiniens, des peuples arabes, etc. etc. Donc il y a aussi ce langage qui accompagne. Mais je pense que ce déploiement massif, ça ne peut pas être pour intervenir en Israël face au Hezbollah ou face... C'est forcément pour être dissuasif et éviter l'escalade. Et pour ça, des messages très clairs doivent être envoyés à Téhéran directement. Sinon, ça ne sert à rien. Vincent Hugeux. J'ai la conviction, à tort à raison, que les États-Unis savent que l'Iran ne courra pas le risque d'un engagement frontal dans ce conflit. D'abord parce qu'il n'en a pas besoin. La République islamique a effectivement suffisamment de leviers d'influence pour ne pas avoir à s'exposer de manière manifeste et massive. Et deuxièmement parce que les mollahs et ce régime au fond militaro-islamique de Téhéran a une conscience aiguë des lignes rouges. Je me souviens avoir eu des conversations comme ça avec un diplomate de très haut rang à Téhéran qui était conseiller du guide, l'ayatollah Ali Khamenei. Il me disait par exemple, vous croyez qu'on se fait des illusions sur Bachar al-Assad, le Syrien ? On sait très bien ce qu'il vaut, mais nous avons impérieusement besoin de maintenir notre canal vers le Hezbollah libanais. Et vous remarquerez au passage qu'en 2006, la fameuse guerre des 33 jours que j'avais couverte à l'époque pour l'Express, qu'est-ce qui la déclenche ? C'est des tirs de roquettes vers Israël et des infiltrations d'un commando du Hezbollah qui tue, si ma mémoire ne me trahit pas, 8 soldats de Tsahal et en enlève plusieurs autres. Donc, dernier point... je crois aussi que la rivalité systémique entre l'Arabie saoudite et l'Iran perdure, et qu'elle perdurera, indépendamment des rapipochages théâtraux orchestrés par Pékin. Et je sens dans la rhétorique iranienne une sorte de résurrection du mythe fondateur qui était porté par l'imam Khomeini, à savoir celui de l'exportation de la révolution, et y compris de cette... dimension chiite, pourtant minoritaire dans la communauté musulmane mondiale, mais qui s'efforce et parfois parvient à apparaître comme l'allié le plus sûr des Palestiniens. Donc voilà, moi mais je ne crois absolument pas, à ce stade en tout cas, et quitte à être démenti demain matin, à un engagement frontal de Téhéran dans ce conflit. Bon, frontal peut-être pas, mais imaginons, je reviens vers vous Antoine Basbous, vous nous disiez qu'ils avaient un réservoir de 100 000 hommes qui pouvaient déferler sur le nord d'Israël. On imagine que ça change complètement la physionomie du conflit. Est-ce que là, les États-Unis seraient obligés d'intervenir pour prêter main forte à Israël ? Je crois que les États-Unis ont envisagé ce scénario et c'est pourquoi, dès le 7 octobre, ils ont dépêché un premier, puis un deuxième porte-avions. Donc, et ont annoncé qu'il y a 2000 Marines qui étaient prêts à intervenir sur le sol, sur le terrain. Et beaucoup d'avions, une très grosse cela force dit, de feu. En 2006, le Hezbollah a surpris Israël à travers des tunnels.
des tunnels. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand les capteurs israéliens sur la frontière remarquaient des objets qui bougeaient, l'interprétation était qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils n'ont rien vu. Ils ont modifié, changé les capteurs. Ils n'ont rien vu. Et en fait, après la guerre, ils ont découvert que c'était un tunnel qui se creusait sous leurs pieds. Donc, Israël a déjà dégagé 4 ou 5 kilomètres de frontière avec le Liban pour ne pas être surpris par l'arrivée par tunnel et prise d'otages comme le Hamas à Gaza. Donc, le Hezbollah n'a pas d'ULM, à ma connaissance, comme le Hamas à Gaza, mais il a quand même, depuis longtemps maintenant, la maîtrise du territoire. Il a creusé, forcément, et il a Beaucoup de détruit tunnels, hein. ces derniers jours tous les capteurs, toutes les écoutes, tout ce qui enregistre sur pylône côté israélien. Alors, Sergueï Lavrov, on a vu l'image de son arrivée à Téhéran, vient juste à l'instant, il y a quelques secondes, de faire une déclaration en disant « La présence militaire américaine fait risquer une escalade militaire ». C'est le ministre, ça ne surprend personne autour de ce plateau, mais ça mérite un petit mot. Tenez, Général Trinquant, pour nos téléspectateurs. Non, mais évidemment. Évidemment, c'est la rhétorique classique. Les Américains sont la faute de tout, donc il n'y a pas de problème. S'ils déploient de l'armement, c'est pas pour être dissuasif, ne pas l'employer, parce que je rappelle que la dissuasion, c'est pas pour l'employer, hein, c'est pour faire peur. Donc c'est pas dissuasif, c'est parce qu'ils veulent l'employer, et ça va une fois de plus semer la perturbation dans un conflit qu'ils ont initié. C'est ça le langage de Moscou. Ce qui est extraordinaire dans la rhétorique en fait russe aujourd'hui, c'est que depuis le début de la guerre d'Ukraine, c'est qu'elle est complètement inversée par rapport à la réalité. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, les Russes disent en gros, c'est la faute des États-Unis, c'est eux qui finalement ont allumé ce conflit. Mais ce qui est clair, c'est que la Russie aujourd'hui se comporte comme un acteur dont le but est d'allumer, en fait, partout où c'est possible, des contre-feux dans une sorte de front général. Poutine l'a dit tout récemment à Valdai, il a dit « Nous devons détruire cet ordre international. Les règles qui ont été instaurées sont des règles complètement des fumisteries, des sornettes. Pourquoi nous soumettrions-nous » Tout est bon. Pour ça. Et donc, c'est la création en fait de contre-feux partout. Et je crois que les Russes sont persuadés. C'est pour ça que je reviens à la séquence des événements. Il me semble quand même que la monstruosité de ce qui s'est passé, quand même, moi, me pose question. Et il y a autour de la table des experts en fait du Proche-Orient. Et je veux dire, ce qui s'est passé quand même a été une attaque particulière, une sorte de daéchisation en fait du comportement du Hamas. Et donc pourquoi, qui a décidé de ça et dans quel but? Et donc on a quand même le sentiment d'une volonté absolument délibérée d'une montée aux extrêmes, de créer une montée aux extrêmes qui profite évidemment à un certain nombre de pays. Alors, un petit mot de Dominique Moisy avant de laisser Antoine Basbous conclure. Non, ce qui est intéressant, c'est que le président Zelensky a appelé le Premier ministre Netanyahou et lui dit « Je veux venir en Israël pour montrer ma solidarité avec Israël. Nous sommes deux pays en guerre, tout nous rapproche. » Ça a été refusé. Et ça a été refusé. Et Netanyahou lui a dit « Ce n'est pas le moment ». Et je crois que dans cette phrase « Ce n'est pas le moment », il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses sans doute négatives pour le Premier ministre israélien. Lui ne voulait pas, d'une certaine manière, que le héros de Kiev vienne à Jérusalem pour rencontrer le triste. Mais parce qu'il avait misé sur la Russie. On va reparler de Zelensky on reparle de Zelensky dans un instant précisément. Je voudrais qu'Antoine Basbous conclue là-dessus avec un regard général sur cette situation en quelques mots. Vous qui connaissez si bien la région, vous avez une inquiétude pour les jours qui viennent? Sur 50 ans, demi-siècle d'intervention américaine, de la Somalie jusqu'en Afghanistan, elles se sont toutes soldées par des échecs désastreux. La Somalie, le Liban, l'Irak, l'Afghanistan, les États-Unis ont l'armée la
l'armada la plus puissante, mais un cerveau politique derrière qui n'est pas à la hauteur de l'armement dont ils disposent. Donc il ne faut pas qu'ils interviennent. C'est ce que vous êtes en train de nous dire entre eux. Non, ce que je suis en train de dire, ils ont la capacité faire. dissuasive militaire, mais il n'y a pas le cerveau politique pour s'en sortir vainqueur. Ils ont, franchement, en Irak, c'est quoi le résultat? En Afghanistan, c'est quoi? Au Liban, en 82-83. Donc à chaque fois, c'était une défaite magistrale, mais ils ont la puissance, il faut savoir l'utiliser et s'en servir correctement. Bon, donc il faut tous croiser les doigts pour que les Américains n'interviennent pas dans la zone. J'imagine que vous n'accordez pas plus d'intelligence militaire et politique à Téhéran en ce moment où, Si. Les Iraniens Alors. ont su tisser autour d'Israël des proxys qui, le moment venu, mais la fin de l'histoire n'est pas là. Diabolique, en tout cas, puisqu'on voit que ça se solde, on n'est pas à la hélas, fin de cette histoire. par des milliers de morts. Merci infiniment d'être venu éclairer notre lanterne, Antoine Basbous. On va